Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Une dissolution et un nouveau gouvernement plus tard, c'est la question du budget qui est désormais sur le devant de la scène. Le budget, un gros sujet. On en parle dans quelques minutes avec nos invités. La mucoviscidose, une maladie génétique rare mais qui touche près de 8000 personnes en France. Faire la lumière sur cette maladie, la comprendre et surtout mieux la vivre, c'est le thème de cette seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Shirley Adélaïde. Bonjour Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec l'identification du suspect du meurtre de Philippine, une étudiante de 19 ans dont le corps avait été retrouvé samedi dans le bois de Boulogne à Paris. 3 jours après cette découverte macabre, un homme de 22 ans a été interpellé hier soir en gare de Genève en Suisse. Comment a-t-il été retrouvé? C'est une enquête de la brigade criminelle de Paris qui a permis d'identifier le suspect en réunissant les nombreux témoignages et puis le téléphone du suspect à borné au bois de Boulogne juste avant le meurtre de la jeune femme. Il s'agit d'un ressortissant marocain déjà connu des services de la justice française. Il était sous le coup d'une OQTF, une obligation à quitter le territoire français en 2019. En effet, alors qu'il avait 17 ans, il avait été interpellé pour viol commis dans un bois du Val d'Oise et condamné à 7 ans de prison. Après 5 années d'incarcération, il est sorti mais avec une obligation de quitter le territoire français. Placé en centre de rétention administrative, il était en attente de son expulsion avant d'être libéré au début du mois de septembre. Des antécédents judiciaires et une procédure administrative conduisant à sa remise en liberté qui forcément suscite de vives émotions, de vives réactions et notamment chez les politiques. Oui, Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur, s'est notamment exprimé ce matin sur X. Il appelle, je cite, à faire évoluer notre arsenal juridique pour protéger les Français et à travailler ensemble avec le ministre de la Justice et sous l'autorité du Premier ministre pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Pour rappel, dès leur entrée en fonction, un bras de fer s'est engagé entre le ministre de l'Intérieur, partisan d'un changement de la politique pénale pour plus de fermeté, et le garde des Sceaux, Didier Migaud, qui a rappelé que la justice était indépendante. Une enquête édifiante du Parisien a été publiée hier sur les mineurs de l'aide sociale à l'enfance pris dans les réseaux de prostitution. En France, on estime entre 10 000 et 30 000 le nombre de mineurs prostituées. Plus de 80% d'entre elles seraient prises en charge par l'ASE et donc sont censées être sous la protection de l'État. Un phénomène sur lequel la société a tendance à fermer les yeux et que le récent documentaire « Comme si j'étais morte » de Benjamin Montel, diffusé sur France Télévisions, tentait de mettre en lumière en ce début d'année. Tout comme cette enquête du Parisien, on peut y lire que les victimes sont de plus en plus jeunes. On découvre aussi des histoires de fugues d'adolescentes qui ne reviennent plus dans le foyer dans lequel elles avaient été placées et qui tombent dans des réseaux de proxénètes dont elles ne sortent pas. Et puis face à tout cela, l'impuissance des éducateurs qui se disent dépassés par un manque de moyens. La protection de l'enfance est en effet un secteur en crise qui appelait d'ailleurs aujourd'hui à une mobilisation nationale pour dénoncer, je cite, un délabrement inédit. Autre chiffre alarmant, 100 000 jeunes quittent le système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification. Soit 8% des jeunes de 18 à 24 ans. Quelles seront les actions mises en place par notre nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, face à l'échec scolaire? C'est une question à laquelle on espère avoir bientôt une réponse. En attendant, c'était la journée du refus de l'échec scolaire aujourd'hui, une journée organisée par l'association de la Fondation étudiante pour la ville, l'AFEV. Et quel a été le thème de cette 17e édition? Les inégalités rencontrées dans l'exercice de la parentalité. Et oui, quand on sait que l'environnement familial joue un rôle capital dans la réussite scolaire, avec des enfants qui réussissent mieux quand ils sont soutenus par leurs parents, eh bien on comprend mieux le choix de ce thème. Et puis l'une des causes majeures du décrochage scolaire reste l'origine sociale. D'après l'Observatoire des inégalités en mathématiques, par exemple, 91% des jeunes issus de milieux favorisés atteignent une maîtrise satisfaisante ou très bonne, contre seulement 50% des jeunes issus de milieux défavorisés. Une enquête a donc été menée auprès des familles de quartiers prioritaires dans le cadre de cette journée, autour de laquelle des parents, des spécialistes, des acteurs institutionnels ont pu échanger. Certains dispositifs existants permettent de lutter contre le phénomène de décrochage scolaire qui tente à diminuer mais qui reste tout de même très préoccupant. Oui, des dispositifs qui intègrent des technologies dans des écoles
particulière. Amélia Matar sur France Info nous en parlait ce matin. Écoutez. Les écoles de la deuxième chance, qui accueillent chaque année plus de 15 000 jeunes sortis précocement du système scolaire, mettent à disposition de ces élèves un serious game, autrement dit un jeu vidéo, qui aide ces jeunes à définir leur parcours et à mieux comprendre quelles compétences leur seront utiles. Plus généralement, le numérique peut être une aide dès lors que ces usages sont bien réfléchis et bien encadrés. Je le rappelle tout de même, les livres aussi sont des alliés précieux. Et ce, dès le plus jeune âge, des études montrent que la lecture peut prévenir efficacement le décrochage scolaire. En résumé, continuons de croire en chaque enfant. Un sourire ou un encouragement peut avoir une valeur inestimable et faire une vraie différence dans sa vie. Continuons de croire en chaque enfant. Direction maintenant les Outre-mer, alors que la Martinique a étendu et prolongé son couvre-feu jusqu'à demain suite à des manifestations contre la vie chère, on en avait parlé sur ce plateau. Eh bien, un autre couvre-feu pour les mineurs, cette fois-ci, a été décrété en Guadeloupe. Oui, il a été instauré lundi et a fait l'objet d'une prolongation hier, décision de la préfecture de Guadeloupe. Entre 22h et 5h du matin, les mineurs qui ne sont pas accompagnés d'un de leurs parents ont l'interdiction de circuler sur la voie publique de plusieurs communes jusqu'au 28 septembre. Décision qui fait suite aux violences urbaines commises sur la voie publique depuis mercredi dernier. En plus des barricades, des barrages routiers, des incendies de radars, le préfet indique que les forces de sécurité intérieure ont été victimes de jets de pierre et de cocktails Molotov et que depuis le début de ces violences, les personnes interpellées sont essentiellement des mineurs. Ce couvre-feu a donc pour but de limiter la délinquance des jeunes sur le territoire guadeloupéen. Aucune revendication ne semble entourer ces violences urbaines. Néanmoins, à moins de 200 km au sud, l'île de Martinique vit des scènes similaires dans un contexte de contestation sociale contre la vie chère. On termine ce journal avec le service civique écologique. On en avait parlé sur ce plateau. Alors ça y est, il est officiellement effectif en cette rentrée. Lancé fin août 2024, le service civique écologique permet à des volontaires de s'engager dans une mission d'intérêt général en contrepartie d'une indemnité mensuelle. C'est comme le service civique classique, mais autour des activités de l'écologie. Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux, valorisation des espaces naturels d'une commune, développement d'outils pour l'autonomie énergétique des logements. La palette des missions est très large. Des missions de 6 mois à 1 an en France, dans les Outre-mer ou même à l'étranger. L'idée, c'est de favoriser l'engagement des jeunes dans l'ensemble des dimensions de la transition écologique. Peut-on lire sur le site du ministère du Travail et des Solidarités. Plus d'informations évidemment sur le site officiel du service civique. Merci Shirley. Le mois d'octobre débute dans moins d'une semaine et avec lui forcément la question du budget de l'année 2025 qui s'apprête à être voté. Alors quels sont les impératifs et quels sont les enjeux qui pèsent sur celui-ci après une recomposition de l'Assemblée et du gouvernement et surtout les enjeux sur le plan de l'éducation bien entendu. On va en parler avec nos invités dans quelques minutes. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Élise Huilleri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et professeur à l'Université Paris-Dauphine. Merci d'être sur ce plateau. Jacques Auberti, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes député du groupe socialiste et apparenté. Vous êtes aussi ancien maire et ancien président de l'AMF 31. Donc un vrai élu de terrain. On va parler budget aujourd'hui. Et oui, c'est pas commun. Budget évidemment la politique en général, puis budget bien sûr de l'éducation. Alors cette hausse d'impôts pour participer à l'effort des 20 milliards à trouver. C'est le sujet qui va tout phagocyter. C'est déjà ma première question. Est-ce que réellement, on se pose la question de la répartition? Comment trouver cet argent? Tout le monde est inquiet de ce déficit permanent dont le Premier ministre parle. Mes confrères sont dans le même registre. Et pour autant, on sait qu'il va falloir quand même trouver un moyen de récupérer cet argent. Jacques Auberti. Alors effectivement, vous savez que nous avons depuis très peu de temps ce qu'on a appelé les fameuses lettres plafond et encore de façon très, très globale. Cet argent, il vient des ressources de la nation, c'est-à-dire principalement de l'impôt, des impôts. Et il y a eu ces dernières années, effectivement, un certain nombre de réductions, autant être clair, d'impôts, que ce soit auprès des ménages, et on peut s'en réjouir pour eux, mais à un moment, cela réduit effectivement les recettes de la nation. Et puis des impôts aussi des entreprises, qui font que nous rentrons dans un effet de ciseau, hein, c'est-à-dire les dépenses courantes, elles,
sur la base effectivement du passé, les recettes étant d'une part moins importante et moins dynamique, il se crée ce qu'on appelle un déficit. Et sur le fonctionnement, c'est-à-dire sur ce qui va permettre de payer la masse salariale, donc les enseignants, qui va permettre de payer les charges de fonctionnement aussi, et notamment dans le cadre de l'éducation. Donc nous sommes dans une phase qui est extrêmement critique, avec un effet de ciseau très marqué. Élise Villers, j'aimerais votre avis sur la question. Le nouveau locataire de Bercy, donc Antoine Armand, hier matin, disait sur France Inter qu'il n'a pas su donner les modalités clairement de cette annonce, pour autant mise sur la table par Michel Barnier. Qu'est-ce qu'on peut en penser? De l'augmentation des impôts? En l'occurrence. En fait, depuis 2017, il y a eu à peu près 60 milliards de baisse des recettes. Et cette baisse des recettes, elle ne vient pas d'une baisse de l'activité économique, elle vient d'une baisse des impôts et de plus auprès des ménages les plus fortunés essentiellement, avec la réforme de l'impôt sur la fortune, avec la réforme de l'imposition des dividendes également. Et puis elle vient aussi d'une baisse des charges qui sont collectées auprès des entreprises et davantage d'exonération de charges et de niches fiscales pour les entreprises. Donc on a eu cette politique qu'on appelle de l'offre, c'est-à-dire qui consiste à diminuer les prélèvements auprès des ménages et des entreprises en espérant augmenter ainsi l'investissement, l'emploi et donc récupérer finalement ces recettes par un surcroît d'activité économique. De croissance. Voilà, exactement. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que cette baisse de 60 milliards des recettes fiscales qui a été octroyée aux ménages et aux entreprises les plus fortunées n'ont pas été récupérées en recettes liées à une plus grande activité économique. Donc, en fait, c'est pas très difficile. On sait où récupérer des milliards, étant donné qu'on sait où ils ont été où ils ont été perdus. En fait, si on revient sur certaines réformes, certaines exonérations, certaines niches fiscales pour les entreprises et certaines réformes liées à l'imposition des revenus, on peut récupérer facilement 10, 20, 30, 40 milliards. Pourtant, clairement, l'idée n'était, selon Michel Barnier, de ne pas toucher effectivement aux impôts, sauf les plus fortunés. Voilà. Ça tombe bien, c'est là qu'on en a perdu. Donc en fait, il faut les récupérer là où on les a enlevés. Donc faire participer les ménages, mais seulement les ménages les plus riches, enfin les plus aisés. C'est ça. On est vraiment cette idée-là. D'accord. C'était impopulaire, cette mesure par principe, sauf évidemment la taxation des plus riches. Est-ce que réellement, là, il va y avoir aussi une inquiétude face au pouvoir d'achat, puisqu'on le sait bien, le pouvoir d'achat des Français a diminué. On pourrait peut-être dire qu'effectivement, ce n'est pas le cas de tous les Français, non, bien entendu. Mais est-ce que réellement, en tout cas sur le plan politique, est-ce que c'est une mesure qui n'est pas totalement impopulaire dès le départ ? Alors si effectivement on cible réellement celles et ceux qui vont être de nouveau ponctionnés par l'impôt, donc les plus riches... Mais on est riche à partir de quel stade, excusez-moi ? Ce sont les vraiment très très riches. Parce que n'oubliez pas, oui, mais ce sont vraiment des gens qui sont dans des niveaux de revenus, voire même pour les entreprises dans des niveaux de marge excessivement élevés. Oui, mais attendez, excessivement élevé, ça veut dire quelque chose pour certains et quelque chose pour d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire ? 200, 300, 400, 500 familles au niveau national, par rapport aux millions de familles qui, aujourd'hui, payent des impôts pour certaines, d'autres n'en payent pas parce qu'elles sont effectivement dans des situations qui sont très, très précaires. L'idée, c'est bien d'aller chercher l'argent, non pas pour réduire le pouvoir d'achat des ménages, mais bien pour effectivement redresser le pays, parce que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, faire en sorte qu'il y ait une forme de solidarité là où il y a eu un choix politique majeur depuis un certain nombre d'années de faire des cadeaux. Et je ne sais pas si vous-même, moi-même, je n'ai pas eu l'impression que nous avons reçu des cadeaux dans cette aventure-là. Pour autant, certaines familles de notre pays ont cumulé les milliards d'augmentation de leur propre richesse depuis, en fait, 2017. Taxer les plus riches, ça veut dire quoi, concrètement, Élise Villers ? Je repose cette question, excusez-moi, mais à partir de quel montant on est considéré comme famille très très riche et donc alors, les très riches, on va les placer dans les 1% les plus riches. Ça, c'est vraiment les très riches. On est riche, en fait, on est considéré comme dans la classe moyenne jusqu'à 90%
de la population. Et puis, donc, on est dans les plus riches quand on est dans les 10% les plus riches, mais en fait, c'est même pas les 10% les plus riches sur lesquels l'impôt a été diminué, c'est vraiment sur les 1% les plus riches, ou les 2% les plus riches, quand on prend effectivement ceux qui touchent des dividendes, ceux qui ont donc bénéficié du prélèvement forfaitaire unique, et ceux qui ont bénéficié de l'ISF. Là, on est vraiment sur les 1% les plus riches. Donc, on est en train vraiment de parler le tout petit morceau de la population très riche, qui a vu effectivement sa fiscalité considérablement baisser depuis 2017. Et donc là, on n'est pas du tout en train de parler de toucher au pouvoir d'achat de qui que ce soit, en fait. Vous vous attendiez à cette mesure-là, venant d'une personne des Républicains, Jacques Auberty? Alors, elle n'est pas encore actée. Hein. Non, enfin bon. Il faut être très prudent. D'accord, voilà. Elle n'est pas actée, mais enfin, ça a été quand même une des premières prises de parole du Premier ministre. Oui, mais ça a fait l'objet aussi de débats, notamment pour la composition du gouvernement. J'écoutais il n'y a pas si longtemps, une demi-heure à peine, le nouveau ministre du budget, qui lui-même reprenait le discours sur la nécessité d'aller faire des économies sur les services publics, la nécessité de rester sur une politique de l'offre, à laquelle s'ajouterait une politique du ruissellement. Mais nous sommes convaincus que cela ne permettra pas, notamment de recréer les meilleures conditions, et eu égard à l'éducation, de pouvoir apporter ce qu'attendent nos concitoyens pour leurs enfants, ce qui va leur permettre effectivement d'être rassurés. Et puis, vous savez, une bonne école publique passe par des enseignants qui ont aussi espoir en l'avenir, qui aspirent à avoir aussi un pouvoir d'achat amélioré. Alors, ce qui a été un petit peu le cas, mais pas sur l'ensemble des strates, mais surtout avoir des moyens pour exercer convenablement leur métier. Quand vous dites ce qui a été un petit peu le cas, vous parlez de la revalorisation qui a été faite déjà, mais il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, ça a été assez remis en question, notamment sur le point d'indice. Exactement. On va en parler justement de la place de l'éducation dans le budget, parce que c'est important. Est-ce qu'on peut encore se figurer le souhait de Gabriel Attal lors de la passation avec Michel Barnier, de rappeler que l'école était une priorité? Alors Michel Barnier l'a redit, ça fait partie des priorités citées. Est-ce qu'on peut imaginer que, encore une fois, l'éducation restera le premier budget, en tout cas le plus important de l'État? Est-ce qu'on va y faire après? Alors, c'est encore le cas, mais ça a diminué. Les financements pour l'éducation, que ce soit pour le supérieur ou que ce soit pour le premier degré et le deuxième degré, ont diminué en 2023. Donc, quand on dit que l'éducation doit être une priorité, encore faut-il effectivement donner les moyens qui vont avec. Et là, on est vraiment sur une situation budgétaire assez... vraiment de... Bon, moi, je suis à l'université en tant qu'enseignante. On voit que l'université craque. Alors, ça n'est pas le cas, par exemple, à Dauphine, où on a des moyens plus qu'ailleurs. Mais quand on voit l'ensemble, c'est peut-être pas l'université le sujet principal pour cette émission, mais quand on voit l'ensemble des recettes depuis 2010, par étudiant, elles ont diminué. Quand on voit pour l'éducation, alors pour le premier degré, là, on a une dépense par élève qui a plutôt un petit peu augmenté au cours du temps. Donc là, il n'y a pas de diminution de la dépense par élève au premier degré. Par contre, au deuxième degré, effectivement, on est quand même sur une petite tendance aussi à la baisse, moins que dans le supérieur. Mais donc, vous voyez que quand on dit que l'éducation doit être une priorité, puis que finalement, globalement, l'investissement baisse, ce qui est surtout dramatique pour l'université, en fait, il y a une incohérence. Donc, il faut vraiment se donner les moyens. Je voudrais juste te dire, c'est vraiment un mauvais calcul de vouloir baisser les dépenses d'éducation. C'est-à-dire que si tant est qu'on était vraiment sur une logique purement budgétaire, les dépenses d'éducation, ce sont des dépenses qui se financent toutes seules sur le long terme, puisque quand on permet à un enfant de réussir à l'école, d'avoir un plus haut niveau de qualification, d'avoir un meilleur emploi, des plus hauts revenus, moins de problèmes de santé et puis également moins de dépendance aux aides sociales, on a pu, dans les travaux d'économie qu'on a menés, on a pu montrer que l'euro dépensé pour l'éducation se rembourse tout seul. Il rapporte plus qu'1 euro sur l'ensemble de la vie d'une personne. Donc c'est un très mauvais calcul que de vouloir baisser
les dépenses d'éducation. Au contraire, les dépenses d'éducation, ça doit être un investissement pour plus de prospérité plus tard et en fait plus de ressources publiques plus tard. Les baisses dont vous parlez, vous faites allusion aux 700 millions, enfin c'est 690 millions à peu près, alors certains disent 683, enfin bref, 190 millions effectivement qui ont été rabotés en 2023, voilà, dit avec les milliards de crédits effectivement qui étaient prévus et qui ont finalement été annulés. J'aimerais savoir quelles ont été les conséquences réelles de ce manque pour l'éducation, 700 millions. Qui veut répondre sur le sujet? Oui, alors, moi, je suis en contact avec beaucoup d'établissements, à la fois primaires et secondaires, dans le cadre de mes recherches. On sait qu'ils ont dû, par exemple, parfois annuler les dispositifs d'aide comme Devoirs Faits ou annuler des dispositifs d'aide comme l'accompagnement personnalisé. Ils ont dû, en fait, raboter, effectivement, sur tout simplement tout l'accompagnement des élèves. Là, ils ne sont pas en mesure, dans beaucoup d'établissements, de mettre en place les groupes, que ce soit des groupes homogènes ou hétérogènes. On ne va pas revenir sur ce débat, mais en tout cas, l'idée était de diminuer pour les élèves les moins performants, de diminuer la taille des effectifs, mais beaucoup d'établissements ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les dotations suffisantes. Et puis, une dernière chose qui a été diminuée, c'est effectivement tout le personnel de remplacement qui, en fait, aujourd'hui n'existe plus. Enfin, là, il a fallu vraiment prendre sur les postes de remplacement. Mais du coup, là, des élèves, régulièrement, hein, vous en connaissez tous autour de vous, ils ont un prof de SVT qui est absent pour un mois, il n'y a pas de remplacement pour un mois. Donc là, on est vraiment sur une école où il n'y a plus d'enseignants suffisamment. Si vous voulez bien, on va détailler ensemble, évidemment, tous ces 3 points que vous venez de citer, parce que c'est très important. Ce sont les points qui reviennent très souvent, même quand on ne parle pas de budget, mais qui reviennent lorsqu'on parle d'éducation. Le premier, c'est le personnel. Vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, Jacques Auberty. Lors de son discours inaugural, Anne Genetet, donc la nouvelle ministre de l'Éducation, n'a rien dit du salaire des enseignants. Alors forcément, on se pose la question, est-ce que c'est une faute ou une ellipse, donc du coup volontaire? Alors, en fait, il y a plusieurs problématiques quand on parle de salaire des enseignants, et il ne faut surtout pas oublier aussi l'ensemble des personnels d'encadrement. On parlait des inspecteurs, des inspectrices, qui font que l'institution progresse aussi par effectivement l'amélioration du métier. Et on est tout à fait conscient qu'une institution comme l'Éducation nationale doit se réformer en permanence pour s'améliorer. Ça, pour se réformer, elle se réforme, hein. Il n'y a pas de doute. Oui, mais un peu trop, peut-être. Oui, quoique. Vous avez la politique salariale générale qui a été un vrai choix. Des 2 gouvernements, en tout cas, qui ont été aux affaires ces dernières années, c'est de dire plutôt que d'augmenter massivement pour maintenir le pouvoir d'achat des enseignants, voire même rendre le métier beaucoup plus attractif, au travers notamment du salaire, ce qui n'est pas neutre quand on sait aujourd'hui comment sont payés les enseignants français par rapport à leurs homologues européens. Nous allons passer, ça a été le message qui a été envoyé, à la possibilité de travailler plus pour gagner plus. Et c'est ce que vous disiez, avec une coupe sombre d'ailleurs qui est arrivée en cours de route, qui a aussi déçu énormément les enseignants qui grâce ou à cause du pacte enseignant. Avec le fameux pacte, etc. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, il y a déjà à la base une forme un petit peu de défiance par rapport à ce qui est le métier lui-même. Le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant est un métier extrêmement compliqué. Il y a la présence face aux élèves, mais il y a aussi toute la formation continue qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous aussi, hein, il faut bien le dire, par manque de financement. C'est peut-être d'ailleurs ça aussi, hein, qui fera partie du budget qui sera complètement... Tout à fait. Il y a bien évidemment la question de la préparation, la question de l'évaluation, des corrections, tout le travail qui remet l'enseignant dans une position face à ses élèves, qui est une position extrêmement intéressante qu'on peut trouver dans les collectivités. Tous ces éléments-là doivent être valorisés. Aujourd'hui, quand vous regardez la proposition budgétaire dans la première lettre de cadrage, pour 2025 par rapport à 2024, l'augmentation c'est 0,15%. Quand on sait que nous aurons une inflation à peu près à 2%, ça veut dire qu'il y a déjà une régression, ne serait-ce qu'en se projetant sur 2025. Et ça, annoncer cela indépendamment éventuellement du travailler plus pour gagner plus, c'est forcément un mauvais signal envoyé au monde enseignant. Forcément. Oui, ça veut dire qu'en fait, il faut voir que les familles, effectivement, pour la plupart, sont tout à fait respectueuses des institutions et des enseignants. Mais il y a quand même
et ils le ressentent, ils viennent le dire sur ce plateau, le personnel éducatif dans son ensemble, on parlait des AESH, on parlait effectivement des enseignants, tout le personnel éducatif le dit, on ne se sent pas considéré ni par certains parents, certains élèves, mais surtout par l'État, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance. Bien sûr. Les enseignants, pour donner quelques chiffres, un enseignant gagne 20% de moins que la moyenne des diplômés du supérieur. Alors que lui, l'enseignant, il a Bac+5. Et il gagne 20% de moins de ceux qui ont au moins une année d'études supérieures en moyenne. Donc alors qu'ils travaillent 43 heures par semaine sur les enquêtes, alors ils travaillent moins de semaines, mais 43 heures par semaine. Donc il ne faut pas se dire que les enseignants ont la vie cool. Hein. Non, pas du tout. Ils travaillent en fait énormément. Et par rapport à nos voisins européens, en fait, le chiffre est le même, mais c'est le hasard. Quand on regarde les voisins européens, un enseignant français gagne en moyenne 20% de moins qu'ailleurs. Donc on a quand même un vrai problème de valorisation salariale de nos enseignants. Ce n'est pas le seul problème, effectivement, il y a le problème de la formation et du sens du métier, etc. Mais enfin, quand même, si on commence avec un déficit salarial aussi important, on ne peut pas espérer avoir beaucoup d'engouement et d'attractivité. Et ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que quand on prend les chiffres, c'est absolument hallucinant. On a une division par 3 du nombre de candidats au concours d'enseignants, à la fois le CRPE, donc pour être professeur des écoles, mais aussi le CAPES. Pour la grecque, c'est seulement divisé par 2, pas divisé par 3, mais enfin c'est monumental comme diminution en 20 ans. Donc ça veut dire que si on ne réinvestit pas dans le salaire des enseignants pour redonner un peu de valeur à ce métier qui en a évidemment en vrai énormément, on ne pourra pas espérer avoir une éducation de qualité. Et éclairez-nous, s'il vous plaît, vous qui êtes dans ce monde de l'éducation, sur la titularisation, c'est-à-dire les enseignants titulaires et les contractuels. Est-ce que c'est plus cher d'engager un contractuel ou moins cher ? Alors, les contractuels sont en moyenne moins payés que les titulaires. Donc, c'est moins cher d'employer un contractuel qu'un titulaire. Le titulaire, en fait, il a une progression de carrière qui est pas très, très ascendante, mais qui quand même croît avec le nombre d'années d'expérience. Alors que le contractuel, lui, il est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus plat. Et les conditions de titularisation sont compliquées à remplir. Donc, en fait, il reste souvent dans un statut très précaire. Parce qu'on le voit, on manque de professeurs devant les classes. On n'arrête pas de le dire en permanence. On a vu des postes supprimés, des enseignants qui pourtant sont titulaires et font la une des réseaux sociaux en disant mais je comprends pas, je suis titulaire, j'aimerais avoir des élèves devant moi, j'en ai pas. Parce qu'en fait, il y a aussi les profs qui se plaignent eux-mêmes de ne pas être affectés. Et alors, la question se pose, vous savez, pour le grand public, de comprendre cette situation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe clairement ? Vous avez donc aujourd'hui la nécessité d'essayer de rattraper la carence en termes de présence de professeurs face aux élèves qui s'est accrue, cette carence, depuis un certain nombre d'années. Donc la seule façon d'y arriver, c'est le plan Orsec. Vous mettez en œuvre des recrutements sous la forme principalement de contractuels. Formés en 5 jours ou 4 jours, je le rappelle. Qui se retrouvent pour certains, voire même pas formés du tout, qui se retrouvent, alors pris sur un bagage qui peut être un bagage certain, notamment sur la question du savoir, mais absolument pas affirmé sur la question de la pédagogie. On n'en jette pas la pierre, qu'on soit clair, mais c'est juste pour comprendre la situation effectivement entre les titulaires et les contractuels. Tout à fait. Et donc, c'est juste, pardon, je me permets, mais d'influencer parce que là on parle de budget. Donc pourquoi tout d'un coup on favorise quelque part aussi les contractuels ? C'est ma question. Parce qu'il n'y a que 15%, il y a 85% des postes au concours qui sont pourvus, donc il y a 15% de postes non pourvus à cause du manque de candidats. À partir du moment où on a que il nous manque 15% des profs, il faut bien aller chercher les contractuels. Donc en fait, les contractuels, ils sont nécessaires pour combler le manque qui est lié au manque de candidats au concours, et le manque de candidats au concours, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'il n'y a pas assez de salaire, etc. Exactement. Alors il y a aussi eu, mais c'est peut-être un petit peu trop technique de rentrer là-dedans, mais je crois que c'est très important, on a reculé le concours du M1 au M2, et là il y avait déjà une diminution très forte, mais ça a vraiment chuté encore plus fort quand on a reculé. Donc là l'idée ce serait je pense, pour réattirer des candidats au métier d'enseignant, évidemment de les payer mieux, mais aussi de les recruter plus tôt. Il y a une question, et parce que le temps presse, comme quoi ça passe assez vite avec vous, la question de la répartition de ce fameux budget, je parle en l'occurrence de l'éducation, ce qu'on fait de cet argent, où on le met. J'aimerais juste citer un ancien recteur d'académie, qui est ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, j'espère ne pas écorcher son nom, Pierre-Yves Duvois, je crois, qui déclarait en avril dernier, le problème majeur de la France, qui est aussi une richesse, c'est son réseau très éparpillé. On a 44 000 écoles primaires, de souvent moins de 4 classes, dans 20 000 communes
ça coûte de l'argent. L'État, mais aussi les syndicats, sont responsables de certaines formes de conservatisme dans l'organisation scolaire et dans la répartition de la dépense. Une réaction, s'il vous plaît, Jacques Auberty. Alors, c'est plutôt l'ancien maire qui va vous parler. Ouais. Vous savez que l'école, comme pouvait être l'église par le passé, est un élément essentiel de la cohésion dans un village. Et d'ailleurs, les premiers à s'opposer, le cas échéant, à des fermetures de classes, ou voire même pire, à des fermetures d'écoles, ce sont les parents. Évidemment, les élus locaux relaient cette revendication. Et donc, il faut bien évidemment, compte tenu du taux de natalité, compte tenu de la prévision que nous avons du nombre d'élèves sur le territoire, et y compris sur certains territoires, la stagnation en matière d'arrivée d'enfants, il faut revoir la cartographie, c'est certain. Mais pour ça, il faut des moyens pour, sur le terrain, bien expliquer cette évolution, bien expliquer cette transition. Et puis il y a eu d'une certaine façon un petit mensonge collectif aussi, qui était celui de la diminution des effectifs par classe par les fameux dédoublements. Certains maires ont joué le jeu, ont ouvert des classes, ce qui coûte à une commune. Grande section CPCE1. Grande section CPCE1, tout à fait. Il a fallu, pour certaines communes, investir dans de nouveaux locaux, mettre des moyens supplémentaires. Prenez une grande section, mettre un personnel ATSEM supplémentaire, le cas échéant. Et aujourd'hui, pour faire des économies, on nous parle effectivement de moins organiser ce dédoublement, d'augmenter les seuils correspondant à ces classes-là. Il faut réellement avoir une vision long terme sur l'éducation nationale et faire en sorte que si nous traversons une période difficile, il faut pouvoir l'accompagner avec beaucoup plus de moyens pour que les enseignants soient rassurés, pour que les élus locaux soient rassurés, pour que les parents aussi soient rassurés. Merci beaucoup. Je suis désolée, on n'a plus de temps et j'aimerais bien rester avec vous pour pouvoir mieux comprendre effectivement cette histoire de budget l'éducation. Mais c'était passionnant. Élise Huilleri, économiste et professeure à Dauphine, merci d'être venue sur le plateau. Et Jacques Auberty, vous êtes député du groupe socialiste et apparenté, puis aussi ancien maire et ancien président de l'AMF 31, on l'a compris. Merci, on marque une courte pause, on se retrouve. Merci. Ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Sophie Schreck. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes organisatrice des Virades de l'Espoir à Cergy-Pontoise. Merci d'être sur ce plateau. Et Thierry Nouvel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aussi. Vous êtes directeur général de Vaincre la mucoviscidose. On va en parler bien sûr de cette maladie pour mieux la comprendre. Certains connaissent peut-être à peine le nom. On ne sait pas trop ce que ça touche. Est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, sur ce qu'est cette maladie ? C'est une maladie génétique qui touche aujourd'hui à peu près 8000 personnes en France. C'est une maladie incurable aujourd'hui et qui inexorablement détruit les poumons, atteint la fonction digestive et aujourd'hui l'espérance, on va parler de l'espérance de vie, la moyenne d'âge de décès des patients c'est 40 ans. Donc on meurt plus tard de la mucoviscidose, malheureusement, on a ce problème de non-guérison de la maladie. Donc c'est une maladie qui est grave et l'association Vaincre la mucoviscidose, depuis presque bientôt 60 ans, se bat contre cette maladie et elle le fait grâce à la générosité des Français. Et c'est un moment important pour nous ce week-end sur les Virades de l'Espoir. Oui, on va en parler bien sûr. Donc, voilà. J'aimerais juste qu'on comprenne bien, effectivement, on ne va pas faire un cours de médecine, mais qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, la maladie, elle touche plusieurs organes. Quels sont déjà les principaux symptômes de la mucoviscidose ? Le principal symptôme, le symptôme classique, c'est le problème de la fonction respiratoire, c'est l'obstruction progressive des voies respiratoires, des infections répétées des poumons.
et qui engendre des grandes difficultés, beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de soins de kinésithérapie pour justement libérer les poumons, mais ça Sophie pourra en parler parce qu'elle est organisatrice de Virade, mais à la base elle a un vrai métier, parce que c'est une bénévole, donc ça c'est vraiment la principale difficulté, mais il y a aussi des problèmes digestifs, des difficultés de digestion, des maux de ventre récurrents, et je ne veux pas rentrer dans les détails pratiques, mais c'est vraiment quelque chose qui perturbe considérablement la vie de ces jeunes et moins jeunes patients. On va parler bien sûr de la mucoviscidose et comment elle est détectée. Comment ça se passe? Est-ce que dès la naissance, on arrive à savoir? Oui, maintenant elle est dépistée dès la naissance. Depuis 2002, Thierry? Oui, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, et c'est depuis qu'on a commencé à dépister systématiquement tous les enfants. Vous avez des enfants aujourd'hui, votre enfant fait l'objet d'un dépistage, il l'a ou il l'a pas. Il y a quand même 2 millions de Français qui sont porteurs du gène de la maladie. Oui, donc, parce qu'on le redit, c'est une maladie génétique. Voilà. Rare, effectivement. Les organes touchés, vous avez parlé des poumons, vous avez parlé... L'appareil digestif, le pancréas, c'est des organes qui sont atteints. Ça peut être aussi le foie, les voies biliaires. Le foie, les voies biliaires, bref, un certain nombre d'organes. L'appareil reproductif aussi est atteint. Donc ça touche plusieurs organes et il y a plusieurs formes de mucoviscidose, mais on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, pour certains, c'est plus la fonction respiratoire qui est atteinte, d'autres, c'est plus la fonction digestive, le pancréas, et se développent ce qu'on appelle des comorbidités au fur et à mesure du vieillissement, et qui amènent à des greffes. Alors, pulmonaire pour certains. Il y a 900 malades en France qui vivent avec les poumons d'un autre. Et donc la greffe pose d'autres problèmes que la mucoviscidose. Ils restent atteints de la mucoviscidose, mais leurs poumons n'ont plus la mucoviscidose, c'est plus leurs poumons. Mais la greffe, c'est le risque de rejet, c'est la survenue de cancers prématurés liés au vieillissement et aux anti-rejets qu'ils prennent tous les jours. Bref, c'est des complications nombreuses pour ces malades. Quel est l'impact de cette maladie sur la scolarité des enfants, Sophie Schreck? Alors, pour la plupart, en fait, beaucoup de patients, ont des séances de kiné tous les jours. Du coup, il y a forcément un impact quand la kiné est le soir. Parfois, moi, je m'occupe d'eux la journée à l'école. En fait, pendant l'heure du midi, je vais à l'école et je m'occupe d'eux, donc ça perturbe un petit peu. En tant que kinésithérapeute? Oui, je suis kinésithérapeute. Parce qu'en fait, il faut expliquer, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'est un mucus qui s'épaissit, en fait. Exactement. La muco, en fait, mucoviscidose, ça veut dire mucus épais, qui est visqueux. Et le mucus, on en a dans les poumons et on en a dans l'appareil digestif. Et en fait, quand leurs poumons sont obstrués par ce mucus qui est épais. Donc en fait, il faut les faire ventiler pour essayer de les désencombrer. Donc on imagine effectivement une séance quotidienne de kinésithérapie pour les enfants, c'est compliqué. Exactement. Évidemment. Quand ils sont encombrés, ils ont des aérosols aussi pour essayer de fluidifier le mucus. Et comment aller alors, la première question, c'était l'impact à l'école. Ouais. Et donc, en fait, quand ils sont en période d'exacerbation, quand ils ont des infections pulmonaires, parfois, ils vont à l'école avec des perfusions avec des antibiotiques en intraveineuse. Donc, ça perturbe forcément. Alors, vous l'avez dit, la recherche, évidemment, a fait beaucoup de progrès. Je crois qu'il y a un nouveau médicament, on ne va pas citer le nom, mais enfin, qui a pas mal modifié les choses récemment, depuis 3 ans. Oui, c'est un médicament, c'est une trithérapie, on peut dire facilement le nom. Ce traitement-là, alors, ne permet pas de guérir de la mucoviscidose, ne concerne pas tous les malades, parce qu'il y a 2100 mutations du gène CFTR, donc il y a autant de mutations, de maladies possibles. Donc on peut dire qu'il y a une mucoviscidose, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mucoviscidoses. Ouais. Et certaines mutations répondent favorablement à ce traitement. Et pour le coup, alors, ça ne guérit pas, mais ça change quand même la trajectoire. C'est-à-dire que la question des exacerbations est quand même beaucoup plus limitée, le souffle est meilleur, mais... Par contre, pour tous les autres problèmes, notamment digestifs, il n'y a pas d'amélioration substantielle. Mais du coup, la trajectoire de vie n'est quand même pas tout à fait la même. On a vu quand même, quand on a commencé à mettre des patients sous Kaftrio,
Alors, je vais en citer d'autres avant, pour ne pas avoir de problème. Avant, je crois que c'est en association avec un autre médicament, en association avec le Calideco. Et avant, on utilise davantage le Orkambi, d'après mes renseignements. Voilà. Mais c'est les mêmes laboratoires. Hein. Donc ce traitement-là, cette trithérapie, quand les premiers patients ont eu ce traitement, on a vu le nombre de greffes pulmonaires baisser drastiquement. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'important. On est passé plus d'une centaine de greffes pulmonaires par an pour mucoviscidose à une vingtaine. Donc c'est dire qu'on a quand même changé la perspective de vie de ces patients grâce à ce traitement, même si, encore une fois, on n'a pas encore la guérison au bout du tunnel. Et c'est pour ça que notre association, d'ailleurs, le traitement qui est sorti, là, dont on parle, c'est le fruit d'une recherche fondamentale menée il y a une vingtaine d'années, financée par Vaincre la mucoviscidose. Parce qu'on a démontré qu'il existait des pistes thérapeutiques possibles d'activation de la protéine CFTR qui a permis de déboucher sur des traitements qu'on appelle des modulateurs de cette protéine. Et grâce à ce traitement-là, l'espoir de vivre beaucoup plus longtemps est vraiment réel. Donc, mais encore une fois... Plus longtemps et mieux surtout. Plus longtemps, le quotidien est beaucoup plus supportable. Voilà, plus longtemps et mieux. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure, parce que c'est quand même 3 ans, c'est quand même un peu court pour avoir le recul sur les effets à long terme de ce traitement, parce que c'est quand même un traitement qu'on prend tous les jours, hein, c'est pas juste une fois, c'est tous les jours. Et puis vous le dites, il concerne quand même que peu finalement des patients atteints de mucoviscidose, c'est ça? Ils en concernent de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure, les autorisations de mise sur le marché s'étendent à des populations de plus en plus jeunes. Là, on est maintenant sur la population de 5 ans. À terme, on peut penser qu'il y aura à peu près 70 à 80% de cette population qui sera traitée sous cette trithérapie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que maintenant, avoir un enfant atteint de mucoviscidose, c'est pas le même désespoir qu'il y a 20 ans. Ça, c'est évident. Après, si votre enfant a ou pas les mutations qui sont répondeuses, la réponse n'est pas tout à fait la même. Et nous, on se bagarre pour que tous les patients, quelle que soit leur mutation, ils aient l'espoir d'avoir un traitement au moins comparable à celui-là et un jour pouvoir avoir un traitement qui les guérisse. Et on commence à avoir des perspectives de traitement grâce avec l'ARN messager que tout le monde a découvert pendant la période Covid, mais nous on était déjà dessus et on finance des recherches qui permettent d'espérer, en tout cas à ce stade, qu'on puisse avoir des traitements qui soient encore plus efficaces et qui concernent davantage de patients. Et on mobilise tous nos moyens financiers pour trouver ces traitements-là. Chaque année, on consacre plus de 5 millions d'euros à la recherche. On a augmenté notre effort au soutien de laboratoires de recherche, justement pour accélérer la mise sur le marché, l'arrivée de nouveaux traitements. Parce qu'il n'y a rien de tel de pire. On a vu, il y a 3 ans, ce traitement arrivé, mais il y a des patients qui attendent ça depuis tellement longtemps et qui ont vu que ce traitement avait un effet bénéfique et qui ont vu que le train ne s'arrêterait pas pour eux parce qu'ils n'ont pas la bonne mutation, c'est un désespoir total. Donc on veut laisser personne au bord du chemin et aussi pour les patients qui sont greffés, parce qu'ils ont été greffés pulmonaires, en fait, ça n'a pas d'effet puisque c'est un effet pulmonaire et leurs poumons marchent plutôt bien. Mais ils ont les problèmes de la greffe. Donc on essaye aussi de développer d'autres pistes thérapeutiques pour eux parce qu'on veut vraiment laisser personne au bord du chemin. Et c'est grâce à des organisatrices telles que Sophie qu'on collecte beaucoup d'argent à l'occasion des Virades de l'Espoir. Alors justement, voilà, parlons des Virades de l'Espoir car effectivement c'est l'occasion à la fois de se retrouver, de sensibiliser aussi le public et bien sûr de pouvoir récupérer des sous justement pour cette recherche. Parlons-en des Virades de l'Espoir. Elles auront lieu les 28 et 29 septembre prochains. Alors en quoi ça consiste? Parce qu'une virade, ça veut tout dire, rien dire. Moi, j'imagine tout. Alors une virade, c'est donner son souffle à ceux qui en manquent. Donc sur la très grande majorité des virades, voire toutes les virades en France, en fait, il y a des épreuves sportives solidaires, il y a du sport. Donc il peut y avoir des courses, des marches, des randonnées. Après, parfois, il y a des randonnées vélo. Et il y a aussi des stands de sensibilisation pour sensibiliser en fait, tout le public et récolter des dons pour pouvoir faire avancer la recherche, donner les moyens à vaincre la mucoviscidose, de poursuivre le combat et donner pour la recherche. Alors, c'est organisé tous les ans, les Virades de l'Espoir? Le dernier week-end de septembre. D'accord. Toujours dans les mêmes lieux? Ça se passe où, là?
Alors, il y a 250 sites en France. Par exemple, à Cergy-Pontoise, c'est à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Ok. Voilà, c'est la première fois qu'on est dans ce lieu, on vient de changer de lieu. Voilà. D'accord, et vous vous retrouvez tous. Alors, c'est un moment forcément où à la fois, tous ceux qui sont dans la lutte contre cette maladie, donc les familles qui sont touchées, j'imagine aussi le personnel soignant, les cliniques dont vous faites partie, se retrouvent, mais c'est aussi un endroit où il faut pouvoir sensibiliser le public qui ne connaît pas encore. C'est une occasion de sensibiliser effectivement à la maladie, au combat contre la maladie. Il y a énormément de bénévoles pour organiser tout ça. Je veux dire, on est à peu près de 10 000 bénévoles répartis sur l'ensemble de la France qui se mobilisent pour nous aider à organiser ces événements-là. Bien sûr, et c'est une fête. Hein. C'est pas un truc triste. La mucoviscidose, d'ailleurs, c'est un nom barbare. On n'arrive pas à le prononcer et encore moins à l'écrire. Mais en tout cas, il faut voir que c'est festif. C'est pas du tout triste. On n'est pas là pour se plaindre. Les patients, ce sont des combattants contre la maladie remarquables. Ils ne se plaignent jamais et ils sont là, et par certains d'entre eux d'ailleurs courent parce qu'ils vont mieux, parce qu'ils s'engagent aussi dans l'association. Le président de l'association Vaincre la mucoviscidose, c'est un patient qui a été sauvé de la greffe grâce à cette trithérapie. Vraiment, c'est une communauté soudée avec les soignants. Vraiment, les soignants sont remarquables à la fois dans ce qu'ils font dans leur métier, mais souvent ils font bien plus que ça. Sophie en est la parfaite illustration. Elle prend son bâton de pèlerin et organise une virade de l'espoir. C'est pas rien, c'est une entreprise. Hein. Je veux dire, avoir plusieurs centaines, parfois milliers de personnes sur un site, mobiliser tout le monde, c'est énormément de choses. Ce sont des partenaires entreprises qui se mobilisent à nos côtés aussi à ce moment-là. Et puis aussi le personnel soignant, parce que j'imagine quand même que d'avoir des malades, enfin des patients qui sont avec vous dans ce type de moment, c'est aussi fédérer les pompiers bénévoles, fédérer toute en fait une société civile qui se bat avec vous aussi. Tout à fait, ça va au-delà de notre communauté. En fait, c'est tout ce sont des territoires. Hein. Donc, Sophie disait qu'il y avait 250 endroits en France, mais c'est avec tous ces territoires. Alors, ça se voit peut-être pas forcément à l'échelle nationale, parce que vous pouvez faire une grande manifestation à Paris et vous aurez des beaux reportages dessus, mais ça sera un seul endroit. Mais nous, on arrive à mobiliser sur 250 endroits beaucoup plus qu'un seul endroit dans Paris, par exemple. Alors, on peut arriver. Alors, moi, bêtement, hein, mais c'est l'argent qui compte aussi. Donc, on peut arriver avec une enveloppe. Comment on fait pour donner des sous, pour pouvoir participer, pour pouvoir être parrain ou marraine, être actif? Alors, il y a plusieurs façons. On peut s'inscrire à une course dans la virade près de chez soi. On va sur le site virade.org. On repère sa virade près de chez soi. Il n'y a pas de problème. Donc, ne serait-ce que participer à une course, il y a une inscription pour courir 5, 10, 15, alors 20 km parfois. Rarement plus quand même, on n'est pas des marathoniens sur ce coup-là, mais certains le font. Il y a d'autres activités sportives, c'est en courant, en marchant, en vélo, comme l'a dit Sophie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut tout simplement donner aussi sur le site virade.org. On peut donner à Vaincre la mucoviscidose. Donc là, on peut même pas aller à la virade. Enfin, nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir du monde. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire d'autres activités, de se restaurer, de profiter du temps en famille. C'est avant tout familial, hein, ces événements-là. C'est une bonne balade un week-end, soit le samedi, soit le dimanche, en fonction du lieu, où on peut prendre du bon temps en famille, avec des amis, et boire un coup, manger une crêpe, des frites, voilà, c'est aussi ça, c'est le plaisir de vivre. Ce n'est pas que courir, c'est aussi prendre un peu de temps. Et l'occasion de remercier aussi vos actions au quotidien pour tous ces enfants et malades de la muco. Oui, alors à Cergy-Pontoise, j'ai l'habitude de les faire monter tous sur scène, les patients qui ont la mucoviscidose. Et c'est un moment fort pour eux, parce que les enfants apprécient de pouvoir monter sur scène. Donc oui, pour eux, c'est une belle fête. Ça fait un mois qui compte le nombre de jours qu'il y a avant la virade. Bon, les virades de l'espoir, vous avez compris, c'est ce week-end, hein, 28 et 29 septembre. On va sur le site, on repère son lieu, sa virade, et on y va, on marche, on court, on est là, on discute, on en parle autour de soi. Si possible, on donne
ce qu'on peut, mais on donne. Et puis, on essaie de sensibiliser au sujet. Et puis, pour les éditions précédentes, on a toujours besoin de bénévoles. Donc aussi, c'est important. Si on peut donner de son temps, si on n'a pas d'argent, on peut donner de son temps aussi pour organiser des événements pour vaincre la mucoviscidose. Et merci à tous ces bénévoles qui se mobilisent ce week-end, mais tout au long de l'année aussi. Merci beaucoup. Merci Sophie Schreck d'être venue sur ce plateau. Vous organisez donc l'hiver de l'espoir à Cergy. Et Thierry Nouvel, vous êtes directeur général de Vaincre la mucoviscidose. Merci à vous. Merci à vous. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le ZAP. Alors les résultats justement les plus surprenants de cette étude concernant les biais de genre dans les choix d'orientation professionnelle, quels sont-ils? Quels sont ceux qui, quand vous les avez découverts, vous vous êtes dit mais c'est pas possible, il y a encore un peu de boulot? Il n'y a pas un peu de boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Oui. On le savait, on ne s'attendait pas non plus à des miracles. Mais le premier chiffre qui ressort, c'est que 82% des femmes ont été confrontées à l'école à des stéréotypes de genre. Donc on a aujourd'hui, sur notre enquête avec Opinionway, plus de 6000 personnes qui ont répondu, aussi bien de la communauté Elle Bouge qu'en plus large, avec essentiellement des femmes ingénieures, des étudiantes en école de l'enseignement supérieur, et 82% ont précisé qu'elles avaient été victimes de stéréotypes durant leurs études à l'école. Est-ce qu'on sait de qui ça vient? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui leur est dit justement dans le cadre de ces stéréotypes? On ne les soutient pas dans leur choix scolaire, d'études scientifiques. C'est pas fait pour les filles. Non, pourquoi tu veux faire ingénieur? T'as pas d'assez bons résultats. On avait 2 tables rondes hier durant la remise de ce rapport. Et l'une des étudiantes a dit, en fait, on m'a dit que, est-ce que tu es sûre tu vas être la seule fille dans la classe? Et c'est la seule chose qu'on lui a dit, vraiment pour soit freiner ou vraiment lui faire prendre conscience, alors même que c'était son choix. Les filles, c'est pas fait pour la technique, c'est trop dur. Voilà, donc tout ce qui est intégré, mais dès l'enfance et tout au long du parcours scolaire. Parce que vous êtes très présent en fait déjà sur les réseaux sociaux. Dr JFK, alors le J on l'a, Jérémy, le K on l'a, Knebul. F, c'est mon deuxième prénom. Alors, je vous donnerai pas, ça va rester discret. Mais effectivement. D'accord, JFK. Francis. Non, ça ne marchera pas. Vous ne l'aurez pas. Non. Fange? Non. Fanfan? Non plus. Mince. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, à un moment donné, de partager vos conseils santé sur les plateformes comme TikTok, Insta, Facebook ou YouTube, puisque je crois que vous êtes absolument partout? Oui, j'essaie d'être sur le plus de plateformes possible. Alors, ça date d'énormément de temps. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'avais découvert YouTube, un petit peu tout ce qui s'ensuit avec les podcasts à l'époque. C'est un univers que j'aime beaucoup et j'ai grandi avec justement toutes ces plateformes, les réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux. J'ai apprécié toutes ces thématiques, ces formats, ce développement-là. Et arrivé au début des années collège à peu près, je me suis lancé sur les jeux vidéo. Donc à l'époque, c'était de mon temps. Comme un certain nombre. Voilà, ça continue quand même. Oui, ça continue effectivement. Toute la sphère des influenceurs, oui, bien sûr. La majorité ont commencé par là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'avais bien marché à l'époque et après pour les études, etc. La première année est très très compliquée. J'avais stoppé et je me suis dit que si ça me plaisait toujours, je recommencerai, je reviendrai, mais plus sur les jeux vidéo, avec quelque chose qui me passionne pour le futur, pour ma profession et donc dans la santé. Et j'ai commencé donc sur TikTok, je me suis un peu élargi sur Facebook, Instagram, puis vient YouTube. Et voilà, ça a très vite pris, ça a fait pas mal de bruit. Et puis je trouve ça important parce que ça permet d'apporter beaucoup d'informations sur une grande, vaste population, le grand public. J'essaie de toucher justement beaucoup de gens, notamment les jeunes, sur les réseaux sociaux, on pourra en parler. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Dr JFK, le F c'est pour Fernand. Non plus. Putain, je vais essayer pendant toute l'émission. Vous y étiez presque. Et aujourd'hui, tu gères 3 choses de front, tes études, tes entraînements, ta vie de conseillère municipale. Ça ressemble à quoi une journée type? Alors, une journée type. Alors, moi, à l'époque, au début, je faisais mes entraînements de 9h à 15h. Et avec mon ancien entraîneur. Et après, j'avais la partie de la journée, le reste pour la mairie. Et le soir, soit je recevais les cours, ou soit, en gros, les week-ends, je travaillais les cours parce que, en gros, à la Sorbonne, l'université, j'avais ce dispositif d'être... à distance. Pas à distance, mais au moins d'être présente juste pour les contrôles... Voilà, exactement. J'avais un aménagement spécifique. Est-ce qu'il n'y a pas dentaire? Il y a cet aménagement, mais pour moi, c'était plus facile à la Sorbonne d'avoir cet aménagement. Enfin, notamment, là, en master, on a beaucoup moins de cours, on a une période de stage un peu plus longue, donc pour moi... il y a moins de cours, donc c'était moins difficile que
là, pour la licence à la Sorbonne, où c'est vrai que là, il y avait énormément de matières, etc. Donc là, il y avait un dispositif mis en place pour les sportifs de haut niveau, et notamment pour les lauréats. Et ça m'a permis du coup d'avoir au moins les cours par les élèves ou par les profs et d'aller juste en contrôle terminé. Aucun temps libre en fait. Ouais, mais je trouve quand même du temps. J'arrive quand même à trouver du temps le week-end pour ma famille, mes amis, etc. Donc non, en fait c'était très chronophage. Ma journée est très chronophage, mais en fait, j'ai tellement eu cette organisation grâce à ma mère je m'organise la veille. Limiterai quoi. Voilà, exactement. Du coup, c'était facile de programmer. Qu'est-ce que vous demandez alors à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Enseignement supérieur, maintenant qu'ils ont été nommés ? On a, grâce à cette enquête et tous les chiffres qu'on a sortis, fait une liste de recommandations. Et on a 4 recommandations phares à l'attention des institutionnels, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des entreprises. Et au gouvernement, aux institutionnels, vraiment dans son entièreté, on leur demande d'organiser, de créer une grande campagne de sensibilisation au grand public. Il faut toucher les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les enfants et même les adolescents. Une campagne de sensibilisation à l'égalité et donc aux stéréotypes de genre. À l'éducation nationale, on demande une formation à tous les professeurs, vraiment tout corps professoral, sur les biais concernant le genre, parce que ce sont des biais inconscients. Naturellement, les profs interrogent plus facilement les garçons que les filles. Il y a des études qui ont été montrées en maths et en sciences. Et c'est exactement l'inverse dans les cours littéraires. À l'enseignement supérieur, nous avons fait une recommandation de favoriser l'entrée des filles au concours et donc d'avoir une discrimination positive parce que l'entrée au concours dans les grandes écoles scientifiques, on a beaucoup plus de garçons et une toute petite proportion de filles. Donc quand ça se joue à la virgule près de points, au petit bonus, au dossier, évidemment, la proportion est telle que mathématiquement, les filles ne se retrouvent pas dans les listings, donc dans les listes de choisis, donc faire 2 listes. Et enfin, la dernière recommandation auprès des entreprises, c'est là aussi de former les managers au biais de genre dans leur entreprise. Les jeunes, ils ont des préoccupations particulières et des sujets dont on leur parle peut-être pas assez et d'autres pour lesquels il faudrait peut-être les sensibiliser. Oui, c'est important. Plus, exemple de sujet. Je pense aussi notamment à l'endométriose. Je pense que c'est un sujet important. Donc dans le livre, je parle des maux du quotidien de manière générale. Donc on a les maux de tête, les maux de ventre. Je parle également du sommeil. C'est super important. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, qui ont une hypersomnie ou des insomnies. J'aborde aussi la sexualité de manière générale. Ce sont les questions qui m'ont été le plus posées sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de prendre les grandes thématiques. Pour moi, il y en a 4 qui sont beaucoup ressortis. Donc les maux du quotidien, le sommeil, la sexualité et la santé mentale. Et dans ces grandes thématiques, j'ai élaboré des petites fiches avec les questions les plus posées. C'est super vivant. Hein. Il faut que je vous prends la page au pif. Ça marche avec toutes les pages. Hein. Zou, voilà. Vous voyez. Super bien. Rien qu'à l'œil, on le comprend. Et si vous nous écoutez en podcast, puisque l'émission est désormais en podcast, je vous le décris vite. C'est bourré d'encadré. Il y a de la couleur, du vert un peu fluo essentiellement. Ouais, on s'y repère. Il y a plein d'anecdotes aussi. Les 2 ennemis contre lesquels vous vous battez, c'est la désinformation médicale et l'automédication. Oui, c'est important parce que on a beaucoup de gens pour un petit mot de tête, on peut se dire voilà, un mal de tête, c'est pas nécessaire, on prend juste un petit paracétamol. Voilà. Moi, je pense qu'un mal de tête, ça peut cacher peut-être quelque chose de sous-jacent, donc c'est important d'aller consulter son professionnel de santé, son médecin traitant. Ça va. On sait jamais. Moi, je pense que, je vous l'apprends pas, mais la santé, c'est le truc le plus important, c'est la chose à prendre soin tout au long de sa vie. Ouais. On est avec un capital santé, c'est nos choix, nos actions, notre mode de vie au quotidien qui vont déterminer si on va le conserver ou non. Donc c'est important d'en prendre soin. Et voilà, je pense que c'est important. Voilà. Qu'est-ce que l'escrime, toi, t'a apporté au quotidien et notamment, justement, puisqu'on parlait d'optimiser, maximiser, en fait, et d'être très productif, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, justement, dans ton parcours scolaire ? Déjà, d'être énormément autonome. Réussir à... Alors, être autonome, réussir à être en lien avec tout le monde, aider et être très ouverte et sociable avec les autres, parce que c'est vrai que même si c'est un sport individuel, ça reste un sport où on a un adversaire, où on s'entraide quand même à l'entraînement. Donc c'était aussi important c'est important que tout le groupe fonctionne ensemble, parce que si c'est une seule personne, c'est impossible. On ne peut pas réussir sans le groupe. Et notamment, l'escrime, ça m'a appris aussi à être résiliente, à ne pas lâcher. Si j'ai une mauvaise note, faut que je continue, et le travail, ça paye, etc. Donc c'était très facile. Et puis surtout, je pense que j'étais beaucoup plus autonome et mature très rapidement.
C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'est Alice Pitavi. Le son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, Julie Ordner. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao, à demain.